Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un chien extrêmement intéressant parce qu'il remet complètement en question la définition contemporaine de race et aussi les raisons pour lesquelles nous faisons de la sélection canine. Et ce chien, c'est le Bandog. C'est parti. Merci à David Fares qui a suggéré cette vidéo sur le Bandog. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors déjà, le Bandog n'est pas une race à proprement parler, au sens moderne du terme, puisqu'il est issu de croisements que je développerai plus tard dans la vidéo. Une race, ce sont des chiens qui ont un physique identique, des couleurs identiques, qui suivent un standard précis. Avec le Bandog, l'apparence et la couleur ne sont pas importantes. Ce qui prime, c'est la compétence. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Mais d'abord, un peu d'histoire. Donc nous sommes en Angleterre au XVIe siècle. La criminalité est assez élevée et les chiens de garde sont très utiles. Et donc on peut comprendre l'utilité principale de ce chien déjà par son nom. Bandog, à l'origine, ça vient de bound. Bound qui veut dire lié. Donc en fait, c'était des chiens qui étaient attachés la journée et ils étaient détachés la nuit dans des propriétés pour la garde. On peut aussi voir une autre orthographe de Bandog qui pourrait se prononcer Bandoggy ou Bandog. C'est une orthographe ancienne du mot dog en anglais. Alors il y a plusieurs références, plusieurs visions. Donc déjà à cette époque-là, on a une référence par exemple du docteur Caius qui décrit ce chien comme très utile pour la chasse aux renards et aux blaireaux, pour la conduite des porcs et des vaches. Voilà, donc comme un chien très utile. Donc ça c'est une description plutôt positive. Et puis d'un autre côté, on a William Harrison qui en 1586 a fait une description beaucoup plus effrayante de ces chiens. Et là on comprend que le côté intimidant était aussi important. Ensuite, pendant l'époque victorienne c'est pendant le règne de la reine Victoria, donc c'est de 1837 à 1901. On va entendre parler à nouveau des Bandog, notamment par les gardes forestiers. À l'époque, ils étaient principalement utilisés pour chasser les braconniers. Et puis, au fur et à mesure, on va se diriger en fin de compte vers une race que l'on connaît aujourd'hui, qui est le Bull Mastiff. Le Bull Mastiff, qui, je rappelle, serait un mix d'à peu près 60% Mastiff et 40% Bulldog. Dans 100% des cas, ça fait de l'effet. À 60%. Ça ne veut rien dire. Alors, le Bull Mastiff existe toujours, mais le Bandog tel qu'on le connaissait a disparu, ou en tout cas perdu en notoriété. Et puis, dans les années 60, à Long Island, un vétérinaire, un certain John Bayard Swinford, a décidé de recréer ce fameux Bandog du Moyen-Âge. Pour son premier croisement, Swinford a utilisé une magnifique femelle Mastiff du nom d'Octavia, et un pitbull du nom de Bobtail Buddy. Qui? Bobtail Buddy, c'était pas n'importe quel pitbull, hein, c'était un Game Proven Pitbull. Je dois vous expliquer très rapidement ce qu'est un Game Proven Pitbull, autrement appelé Game Bred Pitbull ou Game Dog. Donc ce sont des chiens qui, pendant les combats de chiens, n'abandonnent pas, vont toujours essayer de se battre, sont très résistants à la douleur et même en cas de défaite vont continuer à se battre. C'est ça qu'on appelle un Game Dog. Donc en fait, ce sont des compétences physiques, mais aussi une question d'attitude, de mental. C'est la mentale. C'est la seule loi. Bobtail Buddy, donc voilà, c'était un chien de combat qui était un 2 fois W, c'est comme ça qu'on dit. 2 fois W, ça veut dire 2 fois win, ça veut dire qu'il avait eu 2 victoires en combat de chien, voilà. Mais ne vous méprenez pas, hein, le but de Swinford n'était pas de faire un monstre, tout au contraire. Il voulait créer le meilleur chien de garde possible, mais tout en gardant une compatibilité avec la vie de famille ou la vie avec des enfants. Et de cette portée, il va avoir Bantu, donc son chien de référence, un chien qui va devenir célèbre. En réalité, c'était pas Bantu 1, c'était Bantu 2. Il avait déjà eu un chien qui s'appelait Bantu avant. Mais bon, on va l'appeler Bantu, ok. C'est donc le dernier. C'est le chien qui est né de l'union de Octavia et de Bobtail Buddy, ok. Et est vraiment pour lui la représentation du Bandog. Donc pour Bantu, il y a cette fameuse histoire avec le Rottweiler de Porto Rico. Donc il y avait ce Rottweiler défavorablement connu, je dirais, à Porto Rico pour avoir tué plusieurs chiens. Donc c'était vraiment une bête. Ils ont décidé de le mettre face à Bantu. Oh, c'est trop violent pour moi, ça laisse tomber. C'est trop violent.
Et donc, a priori, Bantu l'a complètement soumis à tel point que le Rottweiler a tout simplement fui. Cette anecdote, elle avait deux buts. C'était déjà de prouver l'efficacité de Bantu, mais aussi beaucoup de gens pensaient que les Rottweilers ne faisaient pas de bons game dogs, donc c'était un peu pour prouver qu'ils avaient raison. Cette histoire de Bantu et du Rottweiler, vous pouvez la retrouver dans un livre de Karl Semensik, The World of Fighting Dogs. C'est d'ailleurs ce livre qui a en partie rendu les travaux de Swinford célèbres. Ce qui est paradoxal, parce que Swinford ne voulait pas du tout faire un chien de combat, même s'il a utilisé des pitbulls de combat pour créer ses band dogs. Lui, son but était sincèrement de créer des chiens de garde, des chiens de protection, et qui, comme je vous le disais, étaient compatibles avec une vie de famille. Ruth Winston, de Long Island, elle aussi, avait un band dog de chez Swinford qui s'appelait Samantha, et qu'elle décrivait comme très gentille et très intelligente. Donc voilà, ça c'était notamment un témoignage pour dire que Swinford avait réussi de ce côté-là. Pendant ce temps-là, toujours dans les années 60 et toujours à Long Island, il y a un certain Martin Lieberman qui élève des boules terriers. Mais il est un peu déçu par leur manque de drive. Donc qu'est-ce que c'est le drive chez un chien? Pareil, je vais faire une petite parenthèse, je vais vous expliquer ça très rapidement. Je vais essayer de faire ça, mais en gros, le drive, c'est l'énergie qui va stimuler un chien à agir instinctivement. Et ce drive, tous les chiens ne sont pas égaux face au drive. Ils ont un drive différent. Et puis les drives, il y en a 5. Alors on va parler un peu anglais, mais il y a le prey drive, donc ça veut dire par rapport à la proie, le defense drive par rapport à la défense, le fighting drive par rapport donc au combat, le rank drive, ça c'est par rapport à la hiérarchie, et le pack drive, ça c'est par rapport au désir d'être dans un groupe ou d'être solitaire. Voilà, donc chaque chien est différent, chaque chien montre un drive différent, et en fonction de ce que tu cherches, de ce que tu veux faire avec le chien, eh bien, on va pouvoir voir le drive. Alors, certains drives peuvent être vus pendant un très jeune âge, mais certains autres drives ne vont être vus qu'à la maturité, que quand le chien devient adulte. Donc, pour en revenir à Martin Lieberman, donc, il était déçu par le manque de drive des boules terriers, et il pensait dans sa tête, il imaginait un mix de Rottweiler et de Pitbull. Il pensait que ce serait intéressant. Jusqu'à ce qu'une certaine Barbara Leda, qui était propriétaire de boules terriers, mais qui avait aussi élevé des mastifs, enfin bref, qui connaissait bien les chiens, qui était dans ce domaine depuis longtemps, lui présente Swinford. Tout de suite, Lieberman est vraiment impressionné par le travail de Swinford. Il abandonne complètement son idée de Rottweiler Pitbull et commence à travailler avec Swinford. Pour la suite de leur programme, Swinford et Lieberman ont décidé de faire appel à Luigi Farina, qui à l'époque habitait à l'est de New York, à Brooklyn. Pour l'anecdote, il ne parlait pas du tout anglais, il parlait que italien. Donc le mari de sa fille faisait l'interprète pour Swinford et Lieberman. Luigi Farina, il avait des bulldogs italiens. Les bulldogs italiens, bon, maintenant, c'est ce qu'on appelle les matins de Naples. Et donc vous vous rappelez de Bantu, donc il a croisé des sœurs de Bantu avec un matin de Naples de Luigi Farina qui, selon Lieberman, faisait 110 kg, mais n'était pas gros, quoi. C'était un 110 kg proportionné, donc une bête. Et de cette union, il y a un chien qui va vraiment se démarquer, donc ça va être une petite femelle qui va naître, qui s'appelait Shui. En Swahili, ça veut dire léopard. Donc pourquoi? Parce que vraiment, d'après Lieberman, c'était vraiment une panthère noire. On peut imaginer, parce qu'en fait, elle avait donc l'athlétisme qu'on peut retrouver avec le pitbull, mais tout ça combiné avec la taille, mais aussi le pelage, parce que les mastifs sont quand même connus pour avoir un très beau pelage sombre, noir, de velours, avec des reflets bleus. Donc on peut imaginer le chien que ça a donné. Magnifique. Il y avait quand même un standard, c'est-à-dire il avait des règles qu'il voulait suivre. Donc par exemple pour le poids c'était 45 kg, les couleurs sombres étaient préférées, bringé accepté bien sûr, les plis sur les yeux n'étaient pas du tout voulus, donc par exemple en fait tous les hypertypages par exemple qu'on peut retrouver chez le matin de Naples, ça non. Bon les règles voilà, hein, parce que c'est simple en fait, c'est le poids 45 kg, on en a déjà parlé pour la labaye, hein, c'est un poids quand même assez optimal si on veut avoir un chien efficace. Et puis les couleurs sombres pour un chien de garde, c'est quand même un atout, c'est logique. Donc, malheureusement, Swinford va décéder à l'âge de 37 ans.
Donc ces travaux vont s'arrêter là, mais Lieberman, lui, va continuer quand même. Mais plusieurs événements et plusieurs choses vont lui faire perdre la motivation, notamment la perte d'une très grosse portée entre un bandog et une femelle matin de Naples. Ça va être le premier coup dur pour Lieberman. Et puis après, il va dire qu'il est fatigué du type de clientèle que ce chien attire et qu'il y a beaucoup d'acheteurs très irresponsables. Et ça va vraiment marquer un stop à son programme. Aujourd'hui, aucune lignée de Swinford et de Lieberman n'a perduré, mais Lieberman s'est dit impressionné de voir le nouvel essor qu'a le bandog. Parce que oui, on peut clairement dire que le bandog est de retour et il est à nouveau très populaire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le bandog ? Par exemple, donc on va prendre l'exemple de Swinford qui a utilisé donc un pitbull avec un mastiff. Donc déjà, il va utiliser le pitbull mâle et la femelle mastiff pour des raisons évidentes que on ne veut pas avoir, dans le cas inverse, les chiots seraient peut-être trop gros pour la femelle. Logique. Qu'est-ce qu'il recherchait chez le mastiff ? C'est sa force physique, sa puissance, sa taille, et puis aussi ses qualités de chien de garde. Pour le pitbull va lui amener le côté athlétique, le drive qu'il manque quand même au mastiff. Mais bon, ça c'est qu'un exemple. En fait, c'est ça le bandog. Le bandog, le but, c'est d'avoir un chien efficace, un chien avec des compétences exceptionnelles. Donc, on va prendre les capacités d'un chien et les mélanger avec les capacités d'un autre pour obtenir le meilleur des deux. Voilà, tout simplement, c'est ça le principe. Donc lui, il parlait, pour lui, pour Swinford, le mieux c'était Mastiff Pitbull ou Matin de Naples Pitbull, mais on peut faire d'autres mix qui vont aussi donner des bandogs. On peut utiliser des American Bulldog, on peut utiliser des Presa Canario. On a même aujourd'hui un exemple d'un chien, c'est un dog allemand mélangé avec un Mastiff. Donc voilà, donc vous voyez, on peut faire des bandogs avec plusieurs races différentes. Il n'y a pas de règle dans le monde de bandog à part l'efficacité. Si vous obtenez le chien le plus efficace, vous avez un bandog de qualité. Donc en fait, le standard, si tant est qu'il y a un standard, va tout simplement découler de l'efficacité. Donc de fait logique, un poids qui va permettre au chien d'être athlétique. Et puis voilà, des qualités, des muscles qui vont lui permettre d'être athlétique, qui vont lui permettre de sauter, de courir vite, une attitude, un drive, mais il va pouvoir aussi analyser, être intelligent, se calmer. Et puis comme je vous dis, pouvoir aussi être un chien de famille, quoi. Avec le bandog, ce sont vraiment deux écoles qui s'affrontent. Donc, une époque où les chiens étaient uniquement sélectionnés pour leur performance. Et puis, le concept de race, finalement assez récent, est basé sur le respect d'un standard purement esthétique. Donc, je vous pose la question, est-ce que c'est compatible d'avoir un chien performant qui respecte complètement les standards d'une race ? Lieberman lui-même se demandait si ce chien était encore compatible avec notre société actuelle. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, nous privilégions plus l'esthétique ou l'utilité ? Et puis je parlais avec un éleveur des pays de l'Est qui lui aussi disait ça. Il disait dans notre société actuelle, notamment en Europe, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, donc on ne peut pas shooter un cambrioleur si facilement. Est-ce que si votre chien tue un cambrioleur, est-ce que c'est pas vous qui allez avoir des problèmes ? Donc, attention, dans la sélection, il est censé faire la différence entre un intrus et une personne qui vient vous visiter. C'est censé être un chien très intelligent. Non, je vous parle d'un vrai cambrioleur. La situation est très claire, très nette. Voilà, le bandog, il ne va pas plaisanter. C'est ça le principe. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'un chien comme ça, c'est encore adapté à notre société ? On a une société que je dirais compliquée. Légalement, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est toujours compliqué de se protéger. Il vaut mieux, en général, je pense qu'en cas de cambriolage, le conseil, c'est appeler la police et enfermez-vous dans la salle de bain plutôt que sortez une arme et aller shooter le cambrioleur. C'est ça le principe. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir une arme, un chien, parce qu'un chien dans ce cas-là c'est une arme, chez soi ? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir un chien de défense chez soi ? Est-ce que ce qu'on ne demande pas à un chien, c'est d'être intimidant, d'être capable de mordre la jambe et puis surtout d'aboyer très fort quand quelqu'un vient au portail ? Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous, votre chien de garde, est-ce que vous pensez réellement que si quelqu'un rentre sur votre terrain, il va faire le job ? Parce que c'est un peu ça la question aussi. En tout cas, la sélection, avec les sélections du bandog, le but c'est ça. Le but c'est de n'avoir aucun doute sur la réaction du chien.
De nos jours, les Ban Dogs sont très populaires aux États-Unis, très populaires dans les pays de l'Est. Ils sont aussi populaires en Australie, on appelle ça les Australian Ban Dogs. Donc en Australie où les chiens travaillent encore beaucoup. En fait, ce sont dans des zones, les États-Unis, les pays de l'Est et l'Australie, ce sont des zones où les chiens travaillent encore beaucoup. De nos jours, il est plutôt utilisé pour la garde, la protection. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos où le chien fait du mordant. Et puis on va aussi avoir une utilisation pour la chasse, notamment à la chasse aux cochons sauvages ou des choses comme ça. Alors là pour moi, personnellement, je pense que nous sommes avec un chien très particulier, donc il va avoir des demandes particulières. Il va avoir besoin d'énormément d'exercices, il va avoir besoin d'espace, il va avoir besoin de travailler, il va avoir besoin d'être canalisé. Voilà, c'est vraiment un chien qui peut faire un chien absolument exceptionnel. Ben justement, c'est le but. Le but du Ban Dog, c'est d'être un chien exceptionnel, c'est ça. Mais attention, c'est aussi un chien extrême. Voilà la famille, le Ban Dog, un chien de tous les extrêmes. Un chien que je dois dire, j'affectionne particulièrement et qui me fascine. Alors je sais, cet épisode n'était pas forcément pour les âmes sensibles, parce qu'on a parlé beaucoup de chiens de combat. T'es sensible. Je suis comme ça, poto, je suis comme ça. On a aussi parlé de chasse, par exemple, mais bon, voilà, ça fait aussi partie de l'histoire des chiens. C'est aussi pour ça que les chiens ont été domestiqués. C'était pour la protection et pour la chasse. Et n'oubliez pas, un Golden Retriever, c'est aussi un chien de chasse. Voilà la famille. Bon, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous m'avez suivi jusqu'au bout, donc je vous en remercie. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos commentaires. C'est vraiment des commentaires de qualité. On débat, on discute, c'est vraiment très intéressant. Je lis tout, donc continuez comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez du Ban Dog. Dites-moi aussi, comme d'habitude, je le dis, si vous avez un Ban Dog, dites-moi, dites-nous, c'est ça qu'on veut. On veut des exemples concrets, on veut savoir ce qu'il en est d'avoir un Ban Dog chez soi. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à me donner des suggestions de races de chiens pour les prochaines vidéos. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.